Salut les amis, jour 5 des Jeux Olympiques, on a vécu une très très belle soirée, au-delà du basket, on a vu Léon Marchand nous régaler avec une 3e médaille d'or, c'est quand même des émotions exceptionnelles, mais on va quand même pendant 3 quarts d'heure parler de basketball, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, on a vu les garçons, Team USA, la Serbie gagner, on a vu aussi du 3-3, et demain il y aura les filles dont il faut absolument parler, qui affronteront le Nigeria à 17h15, on va ouvrir aussi une parenthèse sur l'équipe de France, parce que en fait on a envie d'en parler encore et encore. Pour en parler ce soir, Arthur Sennett à ma droite. Comment ça va, Arthur? Ça va et toi, mon gars? Ça va super, je suis ravi que tu sois là. Moi aussi. On n'a pas pu discuter de l'équipe de France, donc je suis content qu'on puisse réouvrir un petit peu ce chapitre. On va y aller. Avec Erwan, on a un petit peu parlé ce matin, puisqu'on était ensemble du côté de Winamax sur Clutch, sur la Wina TV de 10h à 11h, mais on va quand même en rediscuter. Il y a pas mal de trucs qui nous... On a eu des intuitions aujourd'hui, Erwan. J'ai encore des choses à dire. Voilà, on a encore des choses à dire. Hier, on a fait quasiment 40 minutes sur l'équipe de France. On a fait une demi-heure ce matin chez Winamax. Et j'ai encore des choses à dire. On a encore des choses à dire. On a envie de comprendre, on a envie de creuser, on a envie de savoir. On a eu d'autres discussions aussi avec certaines personnes qui pourront nous aiguiller. Pour tous ceux qui étaient à Lille hier, eh bien, rendez-vous vendredi, puisque ce sera contre l'Allemagne. Donc il y a quand même encore la journée de demain pour bosser et puis scouter cette équipe allemande qu'on connaît quand même par cœur. Allez, j'ai envie de vous dire qu'on va se refaire un petit dispo comme d'hab. Je le disais tout à l'heure, mais tous les soirs, 23h à minuit, on est ici en direct. C'est disponible aussi en podcast. Et on se retrouve dès demain à 10h en direct sur la Wina TV avec Rémi Réverchon. Quoique demain, c'est Polo et Erwan qui sont avec moi de 10h à 11h pour se projeter surtout sur ce France-Nigeria dans le tournoi féminin. Voilà, vous avez toutes les infos. On se lance tout de suite dans les 2 matchs de Team USA et de la Serbie. Donc ce soir, on a vu le groupe C, puisque les Team USA jouaient contre le Sud-Soudan. On s'attendait finalement à un match ou pourquoi pas une petite surprise après le match de prépa, Erwan, où les Soudanais nous avaient régalé la terre entière. Bon, les États-Unis ont fait respecter leur rang. Ouais, les États-Unis ont fait respecter leur rang. Une bonne première mi-temps, un petit peu plus décousu pour pas employer un autre mot en deuxième mi-temps. Mais surtout, moi, ce que je vois en sortant de ce match-là, c'est que cette équipe du Sud-Soudan, c'est une vraie équipe qui va, je l'espère en tout cas, rejoindre les quarts de finale. Et c'est une équipe qui joue avec des valeurs qui moi, m'inspirent. Je ferai une analogie tout à l'heure quand on reviendra sur les Bleus. Mais voilà, je trouve que cette équipe-là, qui était attendue par les Américains, parce qu'ils étaient à 2 doigts de les attraper à Londres il y a quelques jours de ça. Ça avait fait une mauvaise pub à Team USA. Certains étaient montés au créneau de manière dramatique d'ailleurs. Mais ça leur a fait une mauvaise pub. Ils n'aiment pas être titillés. Donc on s'attendait à une espèce de vague de Team USA sur cette équipe du Sud-Soudan. Certes, la hiérarchie a été respectée, mais j'ai encore trouvé une fois des Sud-Soudanais très dignes, très bons dans leur basket, sur ce qu'ils savent faire. J'ai trouvé une équipe de Team USA qui a su accélérer quand il a fallu et qui ensuite après a contrôlé. Il y a quand même certaines prestations qui m'ont un petit peu fait saigner du nez ce soir côté américain. Tu es d'accord avec Erwan? Il met d'abord l'accent sur le bon match qu'on a vu grâce au Soudan. Ouais, le Sud-Soudan, important. Le Sud-Soudan, ouais, non, ils font kiffer. C'est un petit peu la bonne surprise et la belle surprise de ces JO côté basket. Comme on l'a dit pour le premier match contre le Porto Rico, c'est une équipe qui vient avec des valeurs, avec beaucoup d'envie, qui est complètement décomplexée. Et on sait que c'est un petit peu plus facile quand on voit les résultats d'autres équipes d'arriver sous ce format-là. Après, ils sont archi athlétiques. C'est des gars qui connaissent un petit peu le circuit américain parce qu'ils ont tous fait la NCAA. Donc voilà, c'est bien. Après, c'est un petit peu trop juste pour espérer faire quelque chose contre les États-Unis, mais en tout cas ils font kiffer et j'espère effectivement qu'ils vont arriver en quart de finale parce que ça serait vraiment mérité au vu de leur parcours. Ils ont quand même un sens du tempérament ils n'ont peur de rien. Et dans le début du match là, je vois une équipe qui joue relâchée, qui joue son basket à un moment donné. Mais en fait c'est ça qui me fait kiffer, c'est ça qui me dit qu'en fait je sais que je fais des pareils. Non, ne le fais pas maintenant. Garde ça pour tout à l'heure. Je me dis que cette équipe-là, en fait, elle est dans le combat déjà. Et puis j'ai l'impression qu'il y a leur meneur, que Garrick Jones, qui fait encore 18 et 7 ce soir, qui leur fait une belle chanson. Et pourtant, ils ont mis des vraies pressions défensives. Il y a Omod qui met 24 points. Ils ont toujours ce basket. Ils ont une identité. Et puis surtout, dans ce basket-là, ils ont, oui, un meneur, créateur. Ils ont beaucoup de shooters derrière et de mecs qui vont au rebond. Mais en fait, tout le monde tire dans le même sens. Voilà. S'il y a un tir, un mauvais tir, peu importe si c'est. Voilà. Mais en tout cas, tout le monde va au rebond. Tout le monde replie. C'est des basiques du basket, mais quand tu as des athlètes comme Arthur le dit, que tu as un peu de talent aussi, on va pas tout leur enlever parce que ce soir, ils ont encore trouvé de l'adresse malgré tout. Tout ça orchestré par un ancien meneur de jeu NBA qui est leur coach, qui fait plutôt du bon boulot. Royal Ivy. Voilà, Royal Ivy. J'ai l'impression que tout le monde kiffe jouer
voilà, tout le monde a un rôle, tout le monde va de l'avant, tout le monde veut défendre, tout le monde se bat, et puis on verra à la fin du match ce qui se passe. Ça peut paraître un peu simpliste, mais des fois au basket, commencer ou revenir sur des bases simplistes comme ça du basket, ben ça fait du bien plutôt que de toujours tout intellectualiser. Là, il y a pas spécialement d'ego à gérer. Tu sens vraiment, alors l'histoire évidemment qu'elle est tout à fait unique pour eux, mais en tout cas ils sont là pour une bannière. Vraiment pour le coup, c'est pas galvaudé, c'est pas galvaudé de le dire. C'est pas juste pour raconter une histoire Netflix. C'est vraiment que tu sens que les mecs ils jouent pour leur drapeau, pour ce nouveau pays. En plus leur histoire, ben avec le holding qui finance derrière, qui est sur le banc, qui encourage les mecs. Mais tu peux dire attends, ce mec, ancien joueur NBA, multimillionnaire, il fout du pognon pour qu'on puisse arriver à jouer des compètes. On arrive au jeu, mais en fait, on n'a pas le droit de tricher. Donc voilà, pour moi, ils sont vraiment revenus à l'essence primaire, ce que ne peut pas faire d'autres équipes, évidemment, parce que les joueurs et les fédérations sont bien plus avancés. Mais j'aime, et je la trouve attachante, et c'est pas les réduire que de dire ça. C'est juste qu'ils jouent avec des valeurs primaires et qui sont celles du basket qu'on aime, et en fait ils peuvent regarder tout le monde yeux dans les yeux. Ils en prennent 20 ce soir, très bien, bravo. Team USA à la fin il va leur serrer la main en disant bravo les gars, bon match, et c'est mérité. Ils en prennent 17, Erwan. 17, ouais. Je dis 20 pour arrondir. Ouais, mais 17, c'est pas si bon, c'est ça. Enfin, je dis, ouais, 17, ils en prennent pas 40. C'est moins que la Serbie, voilà quoi. le score, 103-86. C'est moins que la Serbie. C'est moins que la Serbie, t'as raison. On va parler des États-Unis, bien sûr. C'était important de commencer par les Sud-Soudanais qui ont fait un bête de match, mais il y a quand même pas mal de choses à raconter du côté des États-Unis. La première information, et vous l'avez vu quelques minutes avant le début du match, c'est que il y a 2 changements dans le 5. La première chose, c'est qu'Anthony Davis a joué dans le 5 à la place de Joel Embiid, qui aura donc joué 0 minutes ce soir. Et que Drew Holiday a laissé sa place à Jason Tatum. On commence par Tatum et on se laisse Joel Embiid juste après. Alors, au-delà de la surprise, parce que c'était pas annoncé dans la journée, etc., Steve Kerr a donc fait jouer 0 minutes à Jason Tatum contre la Serbie, et hop, il le remet dans le 5 dans le match d'après. Est-ce que tu as compris ça? Oui, enfin après, je m'attendais pas à un changement spécifique par rapport aux 5 majeurs. On était à peu près persuadé qu'il allait rentrer, qu'il allait avoir du temps de jeu. Parce que c'était quand même assez surprenant qu'il n'ait pas joué sur le match 1. Après, il n'a pas été dedans. J'ai l'impression que, de toute façon, le premier match, il n'a pas pu rentrer dans sa compétition, pas tellement plus sur ce second match. J'ai l'impression que Steve Kerr, il ne sait pas exactement ce qu'il fait. Il a 3-4 hommes de base sur lesquels il va se servir pendant tout le tournoi, et après ça va être un petit peu au gré des humeurs et au gré des états de forme de chacun. Donc voilà, je pense que ça risque d'être suffisant tellement il y a de talent, mais la gestion est quand même un petit peu particulière. Moi je disais que quand Steve Kerr a mis 0 minutes à Jason Tatum, j'ai dit il s'est mis dans la merde. Il s'est mis dans la merde avec sa déclaration de dire c'est compliqué de jouer à plus de 10 en FIBA, de dire qu'il se sentait merdeux de pas avoir fait jouer Jason Tatum sur ce match-là. Et derrière, la réaction, en fait, elle est d'un mec qui finalement a une réaction pas de basket, parce que c'est les seuls qui doivent avoir, mais une réaction un petit peu de ah bah vas-y, en fait, ce match-là, il était important, mais là, vas-y, maintenant je te fais jouer. Tu sais, on a tous connu ça par moment. Quand tu viens te plaindre à un coach de dire hey, j'ai pas joué assez, parce que c'est un gros match pour la montée, pour un maintien. Et puis après, tu joues une équipe de pipe. Tu dis, non, mais regarde, là, je t'ai fait jouer. Tu vas pas nous la faire à nous et tu vas encore moins la faire à Jason Tatum. Moi, je pense vraiment que, on en parlait pendant le match, que si Steve Kerr, et il y avait la place, parce qu'ils ont quand même roulé sur les Serbes, il avait filé ne serait-ce que 8 minutes. 10 minutes, allez, 3 passages de 3 minutes à Jason Tatum, il se serait quand même aussi enlevé beaucoup de pression et par rapport à la gestion de ce joueur qui est une star NBA. Moi je suis pas forcément d'accord avec vous les gars, on avait ce débat tout à l'heure en off sur comment est-ce que tu fais quand tu es un coach, ou comment est-ce que tu prends ça lorsque tu es un joueur et qu'on te donne des miettes. Est-ce que tu préfères qu'on te donne des miettes en fin de match quand tu es à plus 20 pour jouer 5 minutes? Parce que je dis sur le match je prends 3 fois 3 minutes, c'est pas non plus... Non, mais tu sais le débat qu'on a eu sur fin de match, toi tu préfères jouer... C'est moi qui ai dit ça. Moi j'ai dit que quand il y avait un vrai écart, je pense que quand il restait 6-7 minutes, il était long, Garbage. Ouais, lui, il était et long. Je pense que Jason Tatum, il aurait dû rentrer parce qu'en rentrant, on aurait parlé du fait qu'il n'a joué que le Garbage, mais ça a une énorme différence avec 7 minutes de temps de jeu dans le Garbage que 0. Mais moi, je suis pas sûr. Il l'a mis dans le 5 parce qu'il y a eu une polémique, disons-le. Les gens en ont parlé, tout le monde regarde les réseaux, ils en ont parlé à la télé aux States. Il y a eu une polémique, donc sa réponse était ah, mais Jason Tatum fait partie du projet, je le mets dans le 5 le match d'après. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Ouais, mais il aurait pu se l'éviter. Il aurait pu se l'éviter, mais je suis pas sûr que pour Jason Tatum, ce soit beaucoup plus valorisant d'avoir joué les 6 ou 7 dernières minutes d'un match où tu es à plus 20 contre la Serbie. Je suis d'accord avec toi, mais il y a une différence entre il joue. Et puis, au sein de l'équipe, il dit franchement, j'aurais préféré jouer un peu plus, que quand tous les médias s'emparent de ce truc-là. Et en fait, c'était
c'était pas la victoire contre la Serbie qu'on a retenu après le match. C'est Jason Tatum, il a joué Clairement. 0, gros, 0. Clairement. Et t'as vu les trucs, les montages. Champion NBA en juin, 0 minutes au JO, un mois et demi plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Moi, je te polémique, en fait, je te rejoins pas et je sais qu'il y a peut-être des jeunes garçons qui nous écoutent et qui seront peut-être un jour amenés à rentrer 8 minutes à la fin d'un match qui est déjà plié. Et quoi qu'il arrive, faut toujours être sur le terrain plutôt qu'être assis sur le banc. Et tout Jason Tatum qu'il est, c'est les Jeux Olympiques. T'es à Paris, il faut que tu participes. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de question qui se pose parce que Steve Kerr ne l'a pas mis. Mais quoi qu'il arrive, de manière très générale, et ça fait un petit peu d'honneur de leçon ce que je dis, mais je l'assume pour le coup, même si j'aime pas trop ça. Faut toujours être sur un terrain de... Même si le match il est plié, tu veux jouer, on t'a pas fait... Eh ben montre. Et prends 8 minutes pour montrer que tu peux jouer. Là, c'est ce que font certains joueurs NBA. Donc c'est... Bon bref, là c'était plus sur Ouais, le côté bien sûr. général. Moi je reste persuadé que lui donner 0 minutes, le mettre dans le 5... Mais en fait, ça fait vraiment. Ah, excuse-moi, je l'assume pas. Exactement. Je te mets dans le 5. Mais clairement, un gros problème de jeu. Donc, Gros de toute problème de façon, gestion. Steve Kerr, que moi vraiment qui m'a régalé avec surtout le run des Warriors, on va pas revenir dessus, mais Steve Kerr en FIBA, déjà l'année dernière je l'avais trouvé ultra langue de bois après les défaites à la Coupe du Monde en demi-finale et pour la médaille de bronze en conférence de presse, à louer la qualité des adversaires mais presque un petit peu trop, à jamais revenir sur les choix tactiques désastreux et sur le désert tactique et des systèmes qu'il a mis dans son équipe, en disant oui mais vous savez on a mis ça en place mais les autres ont bien défendu, bravo à eux. Donc voilà. Et là encore une fois il manie un petit peu cette espèce de langue de bois, on a l'impression que lui-même se perd dans ses propos, mais qu'en même temps il veut te prendre pour un con. Enfin, je comprends pas trop. Mais en tout cas, de Timo Essé, j'ai aucun souvenir d'un joueur du statut de Jason Tatum qui prend 0 minutes sur un match. C'est D'accord sûr, avec toi. c'est clair que c'est archi surprenant. Tout à l'heure, tu parlais du côté tactique de Steve Kerr. C'est clair qu'on n'attend pas grand-chose. Mais si on pour moi, c'est pas étonnant les espèces de gestion humaine ou d'éclat un peu bizarres qu'il fait. On se rappelle lorsqu'il y a eu la bagarre de Draymond Green avec Rudy Gobert, quand il est en train de le défendre en disant que Gobert il a commencé. T'es là, t'es en train de dire mais en fait t'es ridicule, gars. On a tous vu que ton gars il a fait de la merde et t'es en train de le défendre parce que t'as peur peut-être de te brouiller ou t'as envie de montrer en façade que t'es complètement derrière Draymond Green. Et tu vois, moi quand je vois ça m'étonne pas. Donc ouais, pas le meilleur des managers. Bon, clairement. Les stats de Jason Tatum, quand même, je vous les donne. Il a joué Il a régalé. 17 minutes, 4 points, gros, 5 rebonds, bon. Il met une tranchasse. Moins 9. Oh, le tir ouvert dans le corner. Comme Alors, on quoi. se dit, il est pas dans son assiette. Il rate un lay-up après et tout. Oh. Comme quoi, t'as beau être un All-Star, joueur NBA, plus gros contrat de l'histoire actuelle en NBA, et t'arrives, le mec il te fait pas choisir. Pour moi, il l'a découpé. Il a découpé quand il a c'est un tir ouvert largement à lui sur une skip pass à l'opposé. Il prend dans le corner, il envoie une tranche. On dirait moi l'Obs Factory en février quand il y a plus de chauffage. Et que t'as pas joué depuis 2 ans. Hein. Ouais. Parce que sinon, filoche. Mais non. Bref, je me suis dit, waouh, là, pas. Donc j'ai vraiment l'impression. Alors oui, les joueurs doivent être plus forts que ça et on en reviendra toujours à ça. Mais c'est aussi un sport co. Et quand on dit sport co, c'est pas que se passer la balle, c'est aussi mettre les mecs dans des conditions un peu sympas. L'autre, il déboule, il est champion de billets, il vient à Timo Essé, il est content. Il déboule à Paris, on le traite comme un vulgaire espoir Pro B qui fait 7e homme. Ça va, surtout qu'à l'Olympiade de 2021 à Tokyo. C'est à Lille qui joue pas à l'Olympia. Ouais, à l'Olympiade. À l'Olympiade, ok, d'accord. Bravo, ouais, Moi, je suis le sourire, toi, Ok, t'es la t'es chaud. C'est la bravo. Mais surtout qu'il avait été grave utilisé, qu'il avait été bon. Il avait été bon de ouf. Oui, donc tu vois, c'est pas comme s'il arrivait et qu'il découvrait le basket FIBA et tout et que c'était un Mais tu novice. sais que ça me fait penser à Iliana Rupert, que je suis allé voir à Tokyo. Elle était très jeune encore, Ouais. elle avait 3 ans de moins pour le coup, je vous apprends rien. Elle jouait 9 minutes par match dans une équipe qui allait jusqu'à la médaille de bronze. Donc 9 minutes, elle jouait derrière Sandrine et Andy. Donc elle arrivait à prendre des minutes. Et pareil pour Jason Tatum. Et là, 3 ans après, les deux se retrouvent à prendre des 0 minutes et à jouer moins. Donc là, Profitez des bons aujourd'hui, il a moments, été voilà ce que je veux titulaire. dire. Profitez des bons moments. Voilà, c'est assez marrant. Bon, on avance, je vous donne quelques stats parce qu'on va pas rester longtemps sur le match, il n'y a pas grand chose à dire. Stephen Curry est passé complètement à côté, Qatar, 3 points, 1 sur 9 au tir, 0 sur 6 à 3 points. Ça vous inquiète ou pas? Non, absolument pas, on passe, vraiment on passe, on s'en fout. LeBron a été leader comme toujours, en 20 minutes, 12 points, 7 rebonds, 5 passes. KD a été encore une fois à 14 points, à 21 points. Bam a été très bon, 18 points. Un mot sur Bam, points. non, on peut pas dire Bah, quelque j'ai un chose. mot si tu veux, mais j'ai envie Ce qu'on disait- j'ai surtout envie qu'on parle du reste, je vais pas te D'accord, mentir. mais ce qu'on disait sur Bam Adebayo, et parce que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent aussi, c'est que c'est un magnifique joueur NBA. On sait que c'est un mec qu'on appelle les mecs touche à tout, meilleur dribbleur intérieur de NBA. On le sait, on le voit, il est bon passeur. Et quand on le voit en FIBA, on se rend compte encore plus comment c'est un joueur complet, comment c'est un magnifique joueur de basket au sens propre du terme. C'est ce qu'on se disait, Arthur. Ouais, c'est ce qu'on disait. Et puis le côté athlétique, là, il ressort encore plus qu'en NBA parce que il est plus athlétique que la moyenne des intérieurs. Et ouais, c'est impressionnant. Puis il est bon Voilà, passe, du coup, bon. on parle des pivots. On va parler de Joel Embiid qui a joué 0 aujourd'hui. Quand on a vu. Bam, il fait un bête de match, on va parler d'un mec qui est en survêt, main dans les poches. Quand il y a un mec qui joue pas, alors qu'il est pas annoncé blessé, que c'est Team USA, on peut se poser la question de. Alors, 2 choses. Pas On pose annoncé deux blessé, par contre, je pense qu'il lui a annoncé qu'il jouait pas.
Bah, en tout cas, j'ai vu un mec. Voilà, moi j'ai vu un mec qui déjà, savait il est pas dans le 5. qu'il allait pas jouer. Hein. Oui, il est pas dans le 5. Il est pas dans le 5, il joue 0 minutes, personne ne le savait. Encore une fois, tu vois, on aurait pu se poser la question, est-ce qu'Anthony Davis est passé devant lui là dans la hiérarchie et tout, ce qui nous aurait semblé un petit peu foufou. Du coup, ma question c'est la suivante, est-ce que il a sorti Joel Embiid de la rotation sur ce match pour faire genre, tu vois Jason, tout le monde va laisser sa place ici ou là? Ou alors, est-ce qu'il considère que Joel Embiid, sur ce match-là, a besoin de, je sais pas, de se recentrer sur lui-même, prendre le temps. Enfin, j'en sais rien, au vu des performances du premier match. Pour répondre à la question, là, si tu parles de Jason Tatum, il remplace plutôt Jrue, et c'est plutôt Anthony Davis qui remplace. Mais il peut pas jouer à 10. Il a joué à 11 aujourd'hui. Parce que non, soit on apprend dans les prochains jours qu'il y a un petit pépin physique, et c'est sûrement ce qu'ils vont dire, ou soit c'est qu'il a envie de faire une meilleure entame, et qu'il a vu que l'autre, il n'était pas dans le projet, parce que, comme dans plein d'équipes, il est cata, en fait. J'ai du mal à croire. Si Joel Embiid avait joué un peu, j'aurais dit oui, ok, il change de fusil d'épaule et il start avec Anthony Davis. Et d'ailleurs, depuis le début de la prépa de Team OC, on dit qu'Anthony Davis est le meilleur intérieur de cette équipe et le meilleur pivot de cette équipe. Maintenant, quand je vois Joel Embiid, déjà, ce belle entrée dans la salle, siffler, s'amuser avec le public, qui se font survêtre, avachis complètement dans le fauteuil, pour moi, dans le siège sur le banc des remplaçants, pour moi, on lui a dit, bon, aujourd'hui, tu vas pas jouer. Alors après, c'est pour moi illisible de savoir pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'il le maintient pour d'autres matchs plus importants? Est-ce que justement il veut dire, mais regardez, je l'ai fait avec Tatum au match 1, je le fais avec Joel Embiid, tout le monde est logé sur la même enseigne en fait, et là il joue un jeu très dangereux, parce que si Team USA se retrouve à un moment donné à jouer un match important où il y a un money time, ben là, si tu as joué au con à vouloir dire non, mais regardez, on contrôle, je trouve que c'est un jeu très dangereux et surtout que c'est pas un discours clair pour les joueurs. Donc, ce que fait Steve Kerr, c'est illisible et la prépa de Team USA est plutôt bonne. Le début de tournoi est plutôt très bon aussi dans l'attitude, on voit des leaders. Et lui, tout seul, s'il fait ça, il se met dans la merde. Donc, honnêtement, c'est assez pour moi illisible. Et quand on verra au troisième match face à Porto Rico, voilà ce qu'on peut vous dire. Ce sera samedi dans ce groupe C. L'autre match du groupe, du coup, c'était la Serbie qui a été battue par les États-Unis au premier match. C'était à 17h et les Serbes ils sont pas venus pour rigoler parce qu'ils ont gagné de 41 points pour tous ceux qui ont pu voir le match, 107-66. Porto Rico avec un Alvarado qui s'était fait une entorse au premier match, il met que 2 points, il passe à côté. Bon, on a retrouvé une équipe qui est là pour prendre une médaille. Voilà, c'est exactement ce que j'ai vu cet après-midi. De l'exécution parfaite, une équipe qui joue dur, qui court, qui joue bien en basket, une équipe qui était mine de rien dos au mur parce qu'ils ont pris une petite doudoune contre Team USA. On sait que pour se qualifier, les goal average peuvent compter. Là, ils étaient obligés de faire un match très très sérieux et ils l'ont fait. Ils ont complètement découpé cette équipe de Porto Rico qui, entre la blessure d'Alvarado, je te le dis, et surtout la défaite face au Sud-Soudan, se dit bon, tu perds ton premier match face au Sud-Soudan, derrière c'est Serbie, Team USA, t'es quasiment éliminé. Et ça s'est senti, on a moins retrouvé leur grinta, leur envie, la folie. C'était quand même deux oppositions de style entre les Serbes et Porto Rico. On adore les deux, mais en général, dans ces baskets-là, quand le basket serbe est sérieux, bon, la folie de Porto Rico en général s'envole. Ouais, non, la Serbie n'a laissé aucune chance à Porto Rico. Ils les ont pas laissé s'enflammer. Ils ont été concentrés. Ils ont défendu tout terrain. Dès les remises en jeu, ils ont volé je sais pas combien de balles pour remettre des points juste derrière. Ils ont eu de l'adresse. Ils ont déroulé. Ils ont joué comme une équipe qui veut aller chercher une grosse médaille à la fin. Ouais, mais comme une équipe aussi qui était, je te le dis, qui a voulu s'assurer de dire écoutez, on va quand même sortir de ce groupe. Ouais. Voilà, parce que mine de rien, même si c'est Team USA, tu commences le premier match, tu perds, tu as déjà un écart. Sud-Soudan gagne, tu sais, Sud-Soudan, tu les as vus perdre d'1 point face à Team USA. Fallait aussi remettre les pendules à l'heure, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, au niveau mathématique dans leur groupe et aussi au niveau de la manière, je te rejoins. 7 joueurs à 10 points en plus pour les Serbes. Nikola Jokic en 23 minutes, il a 14 points, 15 rebonds, 9 passes. Voilà, une journée normale au travail. Et son compère dans la raquette, Philippe Petrousev, a été très bon avec 15 points et 9 rebonds. Ça lui a fait du bien, Pipo, un peu. Il a été très bon dans le début de match. Ouais. Je vous cite aussi Micic parce qu'on en parlait ce matin. On disait il faut qu'il rentre dans son tournoi. Il fait un bon match sur un temps de jeu limité en même temps. En 22 minutes, il a 13 points et 7 passes décisives. Bref, ils ont déroulé. 13 et 7 en 22, c'est très correct. Bah, c'est ce que je te dis, il a fait un très bon match, clairement. Ils ont tous fait un bon match, de toute façon, ils ont fait un bon match collectivement. Bon, la dernière journée, ce sera donc États-Unis, Porto Rico et Sud-Soudan face à la Serbie. Ce sera samedi. Ce sera pour savoir qui va finir deuxième du groupe. Donc, un match à haute intensité. J'y serai. Archi intéressant. Absolument. Archi intéressant pour savoir qui va être deuxième de ce groupe-là. Et honnêtement, là, encore une fois, deux oppositions de style. Mais moi, quand je vois le Sud-Soudan comme ils n'ont peur de rien, et encore une fois sur les valeurs que j'ai louées tout à l'heure, moi ça va être un match super intéressant, bien plus que ce qu'on imaginait il y a 10 jours. Clairement.
Clairement. On en parlera samedi matin dans Clutch. Bien sûr, on prendra le temps d'examiner les cotes, de regarder les forces en présence et surtout de donner un prono, même si on imagine que la Serbie est largement favori et devrait s'installer confortablement à la deuxième place, tranquillement, et avec un écart. Avramovic sur Carrick Jones, ça va être bonnard. Hein. Tu vois, gros, c'est kiffant ça. Ça, c'est les duels qu'on aime. Ça, c'est les duels qu'on aime. Et les tontons qui vont rebond et tout sur Jokic. Absolument. Bon, écoutez, ce sera samedi. On a le temps d'en discuter un petit peu. Nous, on fait un petit jingle et on réouvre le dossier de l'équipe de France parce que Evan Fournier a parlé à Bibasket et il a dit plein de trucs intéressants. Vous le savez, pendant les Jeux Olympiques, First Team est sponsorisé. Toutes nos émissions en live, nos directs, etc. par Trade Republic, la banque numéro 1 en Europe avec 4 millions, banque numérique, avec 4 millions d'utilisateurs aujourd'hui, avec plein de bonnes choses. Contrairement à toutes nos banques, on se fait ouvrir sur tous les frais, etc. On les embrasse. Et là, c'est une plateforme sans frais. Donc, samedi, on aura Mathias qui va venir avec nous et avec lequel on va pouvoir discuter. On lui posera toutes les questions intéressantes pour toi qui voyage, toi qui aime les États-Unis aussi, parce que tout ce qui est sur toute la question de nos retraites, etc., de faire du placement, nous en France, on n'est clairement pas éduqués pour tout ça et on est les premiers à pouvoir en parler. Et bien, grâce à cette plateforme, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place rapidement, facilement et donc sans frais. On en reparlera d'ici la fin de la semaine. Je le disais. Donc, l'équipe de France a gagné le deuxième match face au Japon hier dans un match incroyable. Vous avez débriefé ensemble hier. Moi, j'étais au stade. On en a parlé ce matin à Erwan dans Clutch longuement. C'était important pour moi d'en rediscuter un petit peu avec vous 24 heures après ça. Bon, on l'a déjà dit, ça a été un grand match. On s'en souvient à tous. Le tir de Mathus Rasel. On n'est pas là pour faire un débrief. En revanche, il y a Evan Fournier, l'un des leaders, bien sûr, de cette équipe de France, qui a parlé à Bibasket, le site Bibasket qu'on adore, et juste après le match, et qui a dit des trucs intéressants. On va pouvoir les relire ensemble. Et j'ai envie d'avoir vos avis, on va pouvoir en discuter, et vous aussi dans le chat comme toujours. Regardons ensemble ce que nous dit ce bon vieux Evan. Mais quel statut on a? Vice-champion d'Europe, vice-champion olympique, c'était il y a 2-3 ans les gars. On joue différemment, je peux te dire que quand on arrive au jeu, on ne se dit pas qu'on est troisième champion du monde. On s'en fout, chaque année ça recommence à zéro. C'était les 2 matchs où on était favoris, et à partir de maintenant, pour moi, on est des outsiders. Erwan, première réaction, et on aura une deuxième déclat après. Bah, Evan, certains peuvent lui reprocher ce qu'ils veulent, il a jamais été langue de bois, et là pour le coup, il a complètement raison. Vivre sur un... Alors oui, vice-champion olympique, c'est pas rien comme titre, mais les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Bon là, pour le coup, c'était il y a 3 ans, mais en 3 ans, il s'en est passé des choses. Il y a eu un titre de champion d'Europe, et on l'a largement débattu, on avait la chance d'être sur place, qui est un peu miraculeux. On va pas revenir là-dessus, tout le monde connaît l'aventure berlinoise. Et puis il y a une Coupe du Monde qui est désastreuse. Donc évidemment qu'aujourd'hui, arriver avec le bombe torsé en disant on est vice-champion d'Europe, vice-champion olympique, ça ne peut pas fonctionner. Parce que déjà l'équipe a changé, parce que le temps a passé. Et parce que finalement, la confiance aussi est complètement envolée par rapport à ces époques-là. Le seul truc qui reste de 2022, c'est peut-être la Baraka. Mais bon, ça, c'est quand même une pièce en l'air. Donc moi, Evan, aussi, c'est peut-être bien qu'ils remettent les choses en place parce qu'on est capable de s'enflammer, on le sait. On est arrivé l'année dernière à la Coupe du Monde en se disant on peut être champion du monde. Et on prend 30 d'entrées contre le Canada. Là, on arrive, Victor Mbanyama, on a un rookie de l'année qui est fantastique. Il y a Rudy Gobert qui arrive, qui est meilleur défenseur de l'année. Gershon Yabusele et Evan Fournier qui rejoue. Et en fait, on rêve. On rêve un peu. Moi, je pense que le match contre la Turquie, la victoire en Allemagne, on n'a pas su en fait en tirer les bons enseignements, on n'a pas su avoir les bonnes lectures par rapport à des absences, par rapport à des oppositions. Et la réalité, en fait, dès qu'on est rentré dans la réalité, on espère des choses. Et c'est bien qu'Evan, en leader, à un moment donné, ramène tout le monde sur terre. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un joueur de basket, je le dis toujours, de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Même si tu es bon, si tu crois que tu es très bon, c'est compliqué. Si tu es un All-Star et tu crois que tu es un Hall of Famer, c'est compliqué. Et ça marche. Et c'est pareil pour les équipes. Si cette équipe de France, elle croit qu'aujourd'hui, elle a un statut naturel pour finir sur la boîte, c'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité des choses. Maintenant, il reste des matchs pour faire démentir ça. Mais il faut qu'ils attaquent les matchs avec ce statut de on est des outsiders au mieux. Ouais, moi je te rejoins. Enfin, là, je vois un petit peu ta lecture. Mais faut pas oublier qu'on reste quand même l'équipe de France. Oui, c'est vrai que les compétitions qu'il y a 2-3 ans, ça vaut pas sur le niveau de jeu actuel, mais on reste quand même l'équipe de France. On accueille la compétition, on a des joueurs qui sont plutôt archi référencés à ce niveau-là. On est censé avoir
le joueur avec le plus de potentiel de l'histoire. On est censé avoir le meilleur défenseur de l'année. Je sais pas. Ça, c'est du papier. Ça, c'est du... Non, mais ça, c'est du papier. C'est du papier. C'est du papier. Mais c'est du papier. C'est du papier. Moi, les références, on a été vice-champion il y a je sais pas combien d'années. C'est oui, si tu joues contre une bête d'équipe. Mais là, on n'a pas joué contre des bêtes d'équipe. Moi, excusez-moi, les gars, on attendait quand même beaucoup mieux contre le Brésil. Du coup, il n'a pas raison, Evan, de dire que le statut de l'équipe de France, il est peut-être pas si haut que ce que les gens imaginent. Bah alors, je sais pas. Moi, je pense que si tu prends d'un point de vue extérieur et que tu prends l'équipe de France, bah non, en fait, l'équipe de France, elle est installée depuis 10-15 ans au plus haut niveau international. On fait des médailles de manière régulière. On n'a jamais eu un potentiel peut-être aussi haut. Moi, je vois ce qu'il veut dire. Hein. Franchement, je vois ce qu'il veut dire. Chaque année, on est obligé de remettre les choses entre guillemets à zéro. Mais nous, en tant que public, on a des attentes qui sont supérieures. Et voilà, enfin, je sais pas. J'ai une question pour toi, Tutur. Comme d'habitude, c'est toujours un point de vue archi intéressant. Si tu dis on n'a jamais eu autant d'attentes ou un potentiel aussi haut, c'est ça que tu dis? Ouais, au global, ouais. Ça, c'est le papier, mais la réalité, c'est que moi, tu as raison, depuis 10-15 ans, où on a toujours eu des résultats, j'ai jamais vu cette équipe de France jouer aussi mal au basket. C'est clair. La réalité, c'est celle-là aussi. C'est qu'entre les expectations qu'on peut avoir, et la Coupe du Monde en a fait partie, et la réalité du terrain, ben, faut faire un mix des deux. Et ce mix des deux, moi, me fait que je rejoins Evan Fournier. Et s'il dit ça, c'est que lui, il doit le sentir aussi. T'en penses quoi, toi, Thomas? Bah, il y a deux trucs, là. Sur le côté outsider, bah oui, il a raison. Parce que de toute manière, on n'est clairement pas parmi les 5 meilleures équipes du tournoi. Il y a 3 médailles à aller chercher. Il y a 4 places en demi-finale. Je vous fais des maths basiques. On n'est clairement pas au niveau des meilleurs. Explique-moi quand même. De toute façon, on est là à discuter autant qu'on veut. On a pris les 2 victoires. C'était au forceps, c'était difficile. Le match contre l'Allemagne nous donnera beaucoup plus de billes sur les espoirs et les attentes qu'on est censé avoir. Il est frustré quand il dit ça. On n'est pas outsider, on est outsider, on est machin. Oui, il a raison. Il a raison quelque part parce qu'au vu de ce que cette équipe propose, c'est pas une très bonne équipe de basket. Je peux te poser une question, Thomas. Bien sûr, bien sûr. Il y a un mois avant le camp d'équipe de France, si on avait posé la question à tous les joueurs, quelles sont vos ambitions, comment est-ce que vous vous placez, comment est-ce que vous vous placez, est-ce que tu penses pas que tous les joueurs, ils auraient dit, on est archi ambitieux, on fait partie des meilleures équipes, on a envie d'aller chercher la plus grosse médaille possible. Bien sûr, mais tous. Donc là, c'est-à-dire tous. Donc là, c'est parce qu'il y a une réalité de la prépa et ça s'est mal passé. Là, il y a eu 2 matchs, donc il y a aussi la réalité du terrain qui leur fait, qui les a un peu écrasés. Donc là, en un mois, on est passé d'attente et d'un statut énorme à plus rien du tout. Bah, pas plus rien, mais en tout cas, c'est la réalité de leur niveau vis-à-vis des confrontations à venir. Ok, donc tu penses qu'il aurait dit qu'on est outsider? Moi, j'adore Evan Fournier. J'adore jusqu'à le tournoi, jamais il aurait dit qu'il était outsider. Il disait, on espère une finale face aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? C'est ces matchs-là qui viennent les 2 matchs, qui viennent de déterminer tout ce qui. Moi, je pense que son discours a changé au vu de la prépa, au vu des 2 matchs. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'Evan Fournier aussi, en leader, n'essaye pas justement en se disant, waouh, on n'y est pas dans ce qu'on veut être. Évidemment. Mais en tout cas, est-ce qu'il se dit pas aussi, bon, on va enlever un peu de la pression à tout le monde, annoncer officiellement, on est des outsiders, et du coup, tu arrives face aux Allemands champions du monde qui déroulent, avec une position d'outsider. Et peut-être que là aussi, tu vas enlever une forme de pression. Tu l'as dit, les Jeux, c'est à Paris. Thomas était à la salle, il y a 25 000 personnes, il y a une pression assez incroyable. Peut-être que se dire... et de faire passer le message de manière indirecte via les médias, de se dire, les gars, on est une équipe outsider, peut-être que ça peut aussi enlever un petit peu de pression à cette équipe-là, à ce groupe-là. Je pense vraiment qu'il a fait dans Je sais pas, je vous pose la question. Il a dit ça parce que ça venait de son cœur, moi. Moi, je vois ce qu'il veut dire. Donc, de base, je suis pas forcément d'accord avec le discours et tout, mais lui, je pense qu'il a raison, en tout cas par rapport à l'équipe, de tenir un discours qui enlève un petit peu de pression au groupe, parce qu'on va pas se mentir, là, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Deuxième déclaration qu'on a sélectionnée dans cette petite interview d'Evan Fournier. On va la prendre ensemble. La voici. Je ne me cacherai jamais de prendre mes responsabilités. Après, j'essaie de m'adapter en fonction de ce qui se passe aussi. C'est vrai que sur le 4e quart-temps, quand tu vois qu'il ne se passe pas grand-chose, j'essaie un peu de pousser. Je n'ai pas eu beaucoup d'adresses, à part sur ce tir-là. Franchement, je ne me prends pas la tête. Je n'ai rien à perdre. Là, on parle de son rôle, bien sûr. Il met... parce qu'on parle beaucoup du tir de Mathieu Strazel, mais le tir d'Evan, il est tout aussi extraordinaire. À un moment où on n'arrive plus du tout à trouver des solutions. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit, Erwan, sur sa place dans le groupe, etc. Moi, je comprends exactement ce qu'il dit. C'est à lui de le faire. C'est à lui de le faire. Honnêtement, on peut prendre sur les meneurs de jeu ou que ça soit sur les extérieurs. Quel est le mec qui peut dribbler comme ça et prendre un tir à 3 points sur 2? Il y a Nando, on a l'impression qu'il peut plus le faire et qu'en plus, lui, pour le coup, il est dans vraiment une crise de confiance. On imagine avec ce qu'il traverse.
tellement que c'est dur pour lui. Et donc, c'est à Evan qui est quand même sur le terrain, qui fait des efforts, qui est dans le rythme de prendre ces tirs-là. Alors, c'est un tir risqué. S'il le rate, on imagine que tout le monde lui tombe dessus. Bon, il le met. Comme j'ai dit hier dans l'émission, pour moi, il force un petit peu son destin et il force un petit peu aussi le destin de l'équipe de France. Ça tombe dedans, tant mieux. C'est aussi ça, le basket. C'est prendre des risques. Voilà, il a joué rouge ou noir et c'est tombé sur la bonne couleur. Pair, impair, c'est tombé sur le bon truc. Donc, tant mieux pour lui. Et c'est aussi ça, le basket. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'on soit obligé d'en arriver là. Voilà, mais sinon, moi, bien sûr qu'on doit prendre des risques. Et on doit prendre des risques comme ça dans le jeu, mais on doit prendre aussi des risques dans le coaching. C'est-à-dire laisser un peu plus le jeu aux joueurs. Voilà. Non, moi, avec les forces qu'il y a en présence, pour moi, c'est clairement Evan Fournier de prendre le lead sur ce poste extérieur au scoring, à la création. Et tu vois, moi, quand hier il met son tir, je le disais au même endroit, j'ai l'impression que c'est une libération. Il est enfin rentré dans son tournoi parce que voilà, aujourd'hui en équipe de France, bah là il y a Strazel qui prend une confiance qui reste quand même incroyable, mais il n'a pas toute cette expérience au haut niveau. Et bah, c'est à Evan de prendre ses tirs. Je l'attends pour prendre ses responsabilités, pour aller chercher les fautes en fin de match. Il l'a fait à la Coupe du Monde 2019, il l'a fait aux Jeux Olympiques 2021. Et bah voilà, c'est typiquement ce que j'attends de lui, et j'espère que là ce match, cette fin de match d'hier, même si l'adresse au global elle est pas top, ça va vraiment lui donner une confiance pour pouvoir retrouver cette liberté. Tu sentais que depuis le début de la prépa et le premier match contre la Turquie, il était dans un fossé mental à ne pas savoir ce qu'on attendait de lui. Très bien, messieurs, on est à 2 jours parce qu'on est mercredi aujourd'hui, mercredi soir, vendredi c'est le match. Dans quel état d'esprit vous êtes à 48 heures du match contre l'Allemagne qui va déterminer notre place, hein. Il faut absolument être premier et même dans le premier chapeau pour éviter ensuite des désagréments. De toute manière, à partir du match contre l'Allemagne, ça va être que des grosses confrontations. Excité à l'idée de la confrontation, on revient au papier. Très excité à l'idée de sa confrontation. C'est une équipe qu'on croise assez souvent, hein. L'Euro 2017, on les recroise à la Coupe du Monde 2019. Donc c'est une équipe qu'on connaît plutôt bien. Moi, je suis très excité par cette confrontation. Je suis aussi inquiet parce qu'aujourd'hui, ce que proposent les Allemands sur le jeu, la confiance qu'ils dégagent, les armes qu'ils ont sur le poste 1, 2, 3, 4, 5, ça va être compliqué. Mais par contre, et là, je reviens au papier, on sait que Schröder est certainement le meilleur meneur du monde en FIBA. Mais par contre, sur tous les autres postes, c'est que des mecs de Euroleague qu'on regarde yeux dans les yeux ou des mecs de NBA qu'on regarde yeux dans les yeux. Et je me dis qu'en fait, peut-être qu'avec cette victoire et cette claque, parce que je pense qu'hier, il y a un double effet qui se coule, c'est que tu prends une tarde comme ça, pleine tête, avec cette victoire complètement folle, mais tu prends aussi un hypercute au fond en te disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a frôlé ?» Parce qu'ils sont pas fous, les mecs. Hein. J'espère qu'ils n'ont pas sabré le champagne dans les vestiaires, et ça m'étonnerait. Non. Donc moi, je pense qu'ils vont plus que jamais, en plus avec la défaite à Montpellier, ils vont plus que jamais arriver dans ce match-là avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité pour se dire on n'est pas favori, il va falloir qu'on fasse un match petit à petit et qu'on les amène dans un bon état, mais que là peut-être tout sera permis. C'est comme ça que j'ai envie de voir les choses. Non, beaucoup d'excitation parce que ça va décider énormément de choses et ça va nous donner une grille de lecture complètement différente par rapport à l'abord du second tour. Moi je vois que sur les 2 premiers matchs qu'on a eu, notamment le match où il y avait l'association Gobert et Wembanyama, on a vu quelque chose, c'était qu'on a été repoussé très très loin du panier et que c'est ce qui a fait qu'on s'est fait dominer. Là sur ce match-là, j'attends une réponse tactique de la part de l'équipe et d'essayer de trouver, peut-être avec un 5 majeur différent, je ne pense pas, mais en tout cas d'essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse avoir nos intérieurs beaucoup plus proches du panier, parce que c'est clairement ce qui nous a fait défaut. Est-ce qu'on croit à des changements tactiques là, pour ce match face à l'Allemagne ? Parce que l'opposition sera quand même tout autre. On a le droit de tirer aussi certaines conclusions après le Brésil et après le Japon, de se dire ça marche, ça marche pas. Est-ce qu'on imagine des changements ? Qui marche pas. Enfin, je veux dire, le premier match et le deuxième match se ressemblent tellement pas dans le coaching, dans les rotations et tout, qu'en fait on a zéro certitude. Là je sors du deuxième match contre le Japon, je ne sais pas ce qu'on va faire, on le disait en parlait ce matin. Qu'est-ce qui va changer par rapport au premier match ? Qu'est-ce qui va changer par rapport au deuxième ? Je pense qu'on aura un troisième match complètement différent des 2 premiers. Moi, c'est terrible. Hein. J'espère qu'on va pouvoir trouver Wembanyama proche du panier, parce que le match où ils étaient tous les deux, les gars, on s'est fait casser la gueule un peu, comme aussi contre la Serbie, parce que les gars, on les envoyait loin, Bon, bref, je sais pas. Écoute, on a zéro certitude de toute façon, ni tactique, ni dans le jeu. On n'a aucune arme pour les fins de match. Après, on a vu contre le Brésil un peu, mais bon, même parce que Caboclo, il fait 5 fautes en 1 minute 30, mais on a vu même face au Japon et Hawkinson, quand ça a brassé, comme il a fait reculer Rudy, comme il a fait reculer Victor,
Les Allemands, les Hawkinson, ils en ont 3 meilleurs et ils envoient terrible. Non, donc là, des profils Mathias, des profils Gershon, associer les deux et surtout trouver Victor proche du panier. Ça va être important de se donner de la confiance avec des paniers et surtout être bon dans l'agressivité pour leur faire des fautes à l'intérieur. Parce que Voigtmann, Theiss, Wagner, Tillman, waouh! Si on n'est pas dans le combat, parce que l'association Victor, faut aller là-dessus aussi. C'est ça on dit pas juste ça marche pas. L'association Victor Rudy, c'est très grand, immense. Par contre, dans les combats, et les grands comme ça c'est toujours dur. Ils se font prendre à la hanche par des Mo Wagner plus petits, plus combattants. Ils aiment pas ça, les grands. Ils prennent des coups dans les hanches, ils reculent. Donc, il va falloir aussi qu'on s'adapte à ça, parce que c'est ce qu'ils vont faire, les Allemands. On l'a vu l'année dernière à la Coupe du Monde. Comment ils envoient du bois terrible. Si on pense que nous, on va pouvoir lutter par la taille plus que par la force, je pense qu'on se trompe. Rendez-vous 21h, France-Allemagne, ce sera vendredi et on sera bien sûr juste après en direct pour en discuter sur Twitch ou sur YouTube comme ce soir. On enchaîne les amis puisque l'équipe de France féminine joue demain à 17h15, c'est contre le Nigeria. Alors demain matin vraiment sur Clutch, on va rentrer dans les détails etc. Je vous donne déjà les cotes avec les copains de Winamax pour voir que l'équipe de France en général est souvent favori dans ces moments-là. Vous savez que nos équipes de France au sens en général, elles sont toujours favoris. Elles sont toujours favoris, nos équipes de France. C'est quand même incroyable. Pas cette fois-ci. Enfin, si, ils le sont, puisque tu as mis un moins 18,5. On est largement, pardon Tom, on est largement favoris, puisque pour avoir une cote équilibrée, eh bien, on a mis un handicap de 18,5 à notre équipe de France. Comme toujours, vous le savez, hein, avec Winamax, interdit aux mineurs. On ne joue que de l'argent qu'on peut perdre et puis tu peux nous rejoindre sur une création de compte avec le code FT10. Tu as ton premier dépôt de 100 € qui est remboursé et 10 € en plus, en bonus. Donc tu nous rejoins quand tu veux. Bravo. Bon, et on est largement favori. Qu'est-ce que tu attends de ce match, mon cher Arthur, après la belle première victoire hein. Ce qui est bien, c'est que puisque le Nigeria a fait un gros coup en tapant l'Australie au premier tour, je pense pas que la France partirait, notamment avec le coaching, en étant relax face au Nigeria, mais là il y a eu quand même un signal fort, et c'est un match où je pense que les filles, il va falloir qu'elles soient concentrées dès la première seconde, et ça peut être l'occasion, donc j'attends une victoire et un match contrôlé. Le Nigeria, ça reste quand même un cran en dessous, et il faut qu'on ait des grandes attentes, qu'on soit ambitieux, donc une victoire nette et sans bavure. Va falloir répondre au combat, je l'ai dit. Le premier match du Nigeria, il a été face aux Australiennes. Elles ont mis une énorme pression défensive. C'est une équipe très très dure qui joue un basket simple et maîtrisé, du pick and roll, du pick and pop, beaucoup d'agressivité sur les lignes arrière. Maintenant, moi, cette équipe de France, je le dis, j'attends d'elle à minima une médaille, si ce n'est pas une finale olympique, si on ne croise pas Team USA. Donc moi, j'attends que tous leurs matchs, elles jouent comme une équipe qui veut avoir une médaille. On connaît Jean-Aimé Toupane, c'est pas un poète, mais il a le mérite au moins de savoir et que les filles comprennent son message clair. Si ou tu roules avec moi ou tu roules pas avec moi. Donc voilà, moi j'attends de ces filles, j'attends des filles demain un sérieux qu'on a vu pendant 3-4 ans et demi face au Canada, de défendre fort, de courir. Voilà, je crois vraiment qu'il y a une fenêtre pour que ces filles-là s'offrent une finale olympique. Et donc faut jouer comme une équipe qui peut jouer une finale olympique. Demain, France-Nigeria, 17h15, en direct bien sûr. Il y aura Team USA à 21h et on sera en direct ici pour parler de tout ça. Voici le programme du jour. Demain, ça commence à 11h avec un Japon-Allemagne. 13h30, Australie-Canada. C'est dans notre groupe, ça ce sera intéressant. France-Nigeria, donc à 17h15 et 21h, Belgique, États-Unis, les championnes d'Europe, sans juillet allemand, vous le savez, pour tous ceux qui aiment le basket féminin ou qui suivent pendant ces JO. Voilà pour le programme de demain. On finit avec le 3-3, puisque les filles et les garçons jouent leur deuxième match aujourd'hui. Ils sont à l'opposé. D'abord, on commence avec les garçons. Les garçons ont gagné en fin de soirée, là, au bout du suspense, les mecs, face à la Lituanie, avec un lay-up plus qu'un lay-up, un tir exceptionnel même de Timothée Vergia. 21-20, Erwan. Waouh! En fait, de toute façon, s'il n'y a pas de money time, ils ne s'amusent pas. Il y avait 20-15, ils auraient pu finir ça propre, mais non, ils préfèrent jouer avec nos nerfs et avec nos cœurs. Mais heureusement, à chaque fois, ça finit bien. Cette fois, c'est Timothée Vergia. Hier, c'était Dussolier qui avait mis Lucas Dussolier qui avait mis une jolie papade gauche à 3 points. Pas André, non. André. Non, pas André.
Et là, c'est Timothée Verger avec d'ailleurs un joli mouvement. Enfin, sur la fin, ils ont réussi à les trouver. Galéré, Le mouvement, à les hein. mettre un petit flotteur avec la planche. Bravo à lui. 2 matchs, 2 victoires. Ouais, ça, ils se sont un petit peu compliqué la tâche, nos amis. Mais en tout cas, je les trouve concentrés, bien durs au mal. Ils sont en canne. Ouais, ils sont en canne. Voilà, eux profitent de cette ambiance exceptionnelle parce que franchement l'ambiance Ils jouent elle est beaucoup avec le incroyable. public. Il y a un truc, Arthur. Ouais, bah non, t'as tout dit. Hein. Après, ouais, c'est clair que pour eux, avoir une tribune comme ça dans un cadre aussi exceptionnel et à la maison, c'est top. Donc ouais, ils en profitent. Après, franchement, le match ils le perdent. Je pense qu'ils pourraient s'en mordre les doigts. Hein. T'es à +5 à 2 minutes de la fin, tu te fais rattraper comme ça, c'est compliqué. Donc, Ils ont eu le tir de la gagne, hein, heureusement qu'ils ont mis 2 ballons dans les tribunes. Ouais, clairement. Bon, tu parlais de se mordre les doigts, bah, c'est les filles qui se mordent les doigts puisque 2 défaites en 2 matchs après avoir perdu contre la Chine hier. Aujourd'hui, elles perdent 17-12 contre l'Espagne. On est dominé dans le game. On est juste dominé en fait. C'est terrible. Hier, elles ratent leur entame, elles reviennent. Là, elles ratent de nouveau leur entame, elles reviennent pas. Il y a beaucoup de petites erreurs. On rate beaucoup de petits lay-ups faciles. Alors, elles ont toujours cette énergie, cette volonté, ça, parce que dans le 3-3, de toute façon, t'as pas le choix. Mais on rate beaucoup de choses. On rate des petits lay-ups. Elles se mettent vite en difficulté, les filles, je trouve. Et là, face à des Espagnols qui ont été très sérieuses, très justes, eh ben, en fait, tu reviens pas. Tu reviens pas et très vite, tu joues avec l'urgence. Alors, par moment, ça peut marcher, mais le plus souvent, jouer avec l'urgence, eh ben, ça te fait surjouer, voire déjouer. Et là, ça fait 2 défaites en 2 matchs. Hier, j'étais pas inquiet, je commence à l'être. Clairement. On parlait de la pression du public et tout. Il y a une équipe qui arrive à en profiter, une autre qui a du mal. Bon, les 2 équipes rejouent demain. 12h30, les filles contre l'Azerbaïdjan et les garçons à 14h30 face aux Pays-Bas. Je suis sûr qu'il y a plein de gens d'entre vous qui y seront parce que c'est 26 € la place. Donc il y en a très peu, c'est difficile sur le marché, mais bon, après, il n'y a pas un endroit où tu n'as pas envie d'être au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais aller voir du basket 3-3 comme ça en plein air avec la musique, c'est des super moments à vivre. Donc on espère que pour la plupart d'entre vous, vous pourrez être du côté de la Concorde pour suivre nos équipes de France et les supporter à fond. Voilà pour la partie basket. Arthur, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous les gars. On se retrouve demain. Demain soir. Demain soir. On bosse Avec Thomas. Bosse. Avec Thomas et Thomas. Mais merci Arthur. Merci les gars. Pour tous ceux qui restent avec nous. Attends, monte tes abdos avant de partir. Pour tous ceux qui restent avec nous, qui nous écoutent en podcast ou qui nous regardent en replay, on passe tout de suite au journal de Tom. Non, comment ça s'appelle encore ton truc? Les JO de Tom, puisque ça passe sur... Ouais, c'est nul à chier. Sur les JO de Tom. Ça a bossé, hein. Ça a bossé. Les JO à retrouver sur FT Sport si t'es en replay et si t'es en direct. C'est maintenant, c'est tout de suite. J'ai l'impression qu'on va parler d'un gars plutôt balèze qui gagne des médailles d'or. Allez, c'est parti. Un primeur.